je vous propose qu'on démarre. Enfin, vous pouvez vous rapprocher hein, parce que là, vous n'êtes pas très nombreux. Ça fait un peu. Donc, on va peut-être rapidement se présenter. Donc, moi, je suis Sophie Perret-Ducré de l'UIMM Udimétal et je fais de la RSE. Donc, je vais vous parler de la RSE. Enfin, je suis chargée de mission RSE, donc j'accompagne des entreprises sur la RSE. Je te laisse peut-être te présenter Ouais. rapidement, Sarah. Moi, c'est Sarah Duès, donc je travaille au sein de l'UIMM Udimétal avec Sophie. Donc, je vais vous remettre la petite slide au départ. En fait, voilà notre maison. Syndicat patronal de la métallurgie. Donc, on accompagne nos adhérents dans toutes leurs questions juridiques, sociales, mais également santé, sécurité, environnement. Et depuis quelques années en RSE avec un label qui est en train de monter en puissance. Donc, voilà l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est des choses. Enfin, la RSE, vous connaissez, Ça vous parle ou ça pas vous du tout? parle. Comme on n'est pas très nombreux, on peut aussi faire des échanges. D'accord. Donc, enfin, je suis revenue en fait sur d'abord la définition en fait de la responsabilité sociétale des entreprises. Je pense qu'avant de parler de RSE, c'est quand même pas mal d'avoir cette définition. Donc, la définition de la Commission européenne, la RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Donc, on peut voir qu'on parle bien de social, d'environnemental, de développement économique et de parties prenantes. Vous allez voir que c'est les 4 termes qu'on va répéter tout au long de notre présentation. Il y a aussi un autre mot qu'on associe à responsabilité sociétale des entreprises, c'est développement durable. Et donc du même coup, en quelque sorte, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'application des 3 piliers du développement durable aux entreprises. Et pour rappel, le développement durable, c'est quoi? C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est tiré du rapport Brundtland de 1987. Et si on revient sur les 3 piliers du développement durable, puisqu'on parle de 3 piliers, on va voir qu'on fait le lien avec la RSE en haut, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé d'environnement, de social et d'économique. Bon, là, on parle écologique, économique. Après, les termes y diffèrent, mais au final, on reste toujours sur la même chose. Je fais comme ça. Ouais, ce sera plus simple. Si on rentre un peu plus sur la responsabilité sociale des entreprises, c'est quoi? En fait, on va voir qu'on parle beaucoup de stratégie. C'est aligner sa stratégie. C'est-à-dire que la responsabilité sociale des entreprises, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le coin de l'entreprise, mais c'est bien intégré dans la stratégie de l'entreprise. Si on parle de stratégie, on parle aussi de gouvernance. Donc, c'est bien aligner sa stratégie, sa gouvernance et sa raison d'être et ses processus avec les enjeux du développement durable. Donc, en fait, une entreprise qui va faire de la RSE, elle va essayer d'être quoi? D'être économiquement viable. Et ça, cet aspect économique, parce que souvent, quand on dit on fait de la RSE, on fait de l'environnement. Non, il y a aussi la partie économiquement viable qui est quand même le cœur de la RSE. Donc, l'entreprise, elle va chercher à être économiquement viable et à avoir un impact positif sur la société et aussi à respecter l'environnement. Mais il n'y a pas que l'environnement. On a l'économiquement viable et l'impact positif sur la société. On a repris très rapidement, mais on rentrera un peu plus dans le détail. On peut voir un peu sur quoi on va agir sur la partie économique. Donc le volet économique, on va travailler sur la partie rentabilité, les modes de financement, la politique fiscale. Je ne vais pas tous vous les lire. La lutte, par exemple, contre la corruption, la cybersécurité. Donc on peut voir qu'on est bien quand même sur la partie stratégie gouvernance. Après, sur le volet social, sociétal, on va parler de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. On va parler de tout ce qui est rémunération, avantages. On peut aussi parler du dialogue social, du mécénat, formation et employabilité. Donc ça, c'est tous les sujets qu'on va retrouver sur la partie sociale, sociétale, enfin tous les sujets. Disons qu'on n'est pas exhaustif, mais c'est une partie des sujets qu'on peut retrouver. Et sur la partie volet environnemental, on va parler du climat, de la biodiversité, de l'économie circulaire. Mais on va rentrer un peu plus après dans les détails en parlant des enjeux, justement, sur ces aspects-là. La RSE, elle participe aux 17 ODD. Donc ça, c'est des objectifs du développement durable. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais on ne va pas tous les lire. Mais on a, par exemple,
tout ce qui va être partenariat pour la réalisation des objectifs, vie aquatique, on va avoir inégalité sociale, donc tous ces objectifs, c'est des objectifs qui ont été définis au niveau mondial. Et donc la RSE, elle participe bien à l'atteinte de ces 17 ODD. Je vous laisserai, c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien, mais je vous laisserai, vous pouvez aller taper sur internet 17 ODD. Oui, on a tout le détail assez facilement en fait. Et tout à l'heure, je vous ai parti d'un point qui est le point central sur la partie RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes. On a besoin, quand on fait un des fondamentaux dans la RSE, c'est ce dialogue avec nos parties prenantes. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit pouvoir lister l'ensemble de ses parties prenantes et voir les relations qu'elle a ou les relations que ces parties prenantes ont sur elle. Et c'est vraiment des points importants sur cette démarche. Et les parties prenantes, on parle aussi des parties prenantes internes à l'entreprise, donc ça va être tout ce qui va être salarié, tout ce qui va être organismes qui ont un lien avec les salariés, mais aussi les parties prenantes externes, et là vous en avez une partie, les ONG, les clients, les riverains, voilà. En fait, il faut tenir compte du produit que vous faites, de la manière que vous le faites, et voir au-delà des clients et fournisseurs, qui est-ce que vous impactez. C'est pour ça qu'on parle des ONG, également même des riverains, quand vous rejetez des fumées, etc. Il faut avoir connaissance de ça pour savoir comment faire pour ne pas trop les impacter négativement, voire à les impacter positivement en créant de l'emploi, etc. Autour de ça, la RSE, elle a un cadre réglementaire qui se renforce vraiment énormément, et ce depuis plusieurs années. On avait en 2001 la loi NRE, donc Nouvelle Régulation Économique pour les entreprises, qui imposait pour certaines entreprises de faire un rapport annuel pour avoir connaissance et conscience et être transparent sur les conséquences environnementales et sociétales de l'entreprise sur son environnement. On a la loi Grenelle 2 en 2010 qui demandait un bilan social et environnemental, affichage environnemental, commence à demander les bilans de gaz à effet de serre et qui veut avoir des investissements sociaux responsables. Donc là, on avait un début de prémices qui commençait à bouger sérieusement. 2015, on a la loi relative à la transition énergétique pour les croissances vertes qui arrive et qui va pousser pour agir pour le climat. On en entend de plus en plus parler. Objectif, baisse des gaz à effet de serre, baisse de consommation des énergies, augmentation des performances énergétiques des bâtiments, renforcée par des collectivités locales qui rentrent dans la danse et qui vont être aussi obligées de rentrer dans ces critères-là. On va parler de critères ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc là, on va commencer à avoir de la transparence, des rapports de plus en plus costauds, de plus en plus nécessairement remplis et précis pour les entreprises avec un grand nombre de personnes. La loi Sapin 2 qui vient un peu sur la transparence économique pour la lutte contre la corruption. Vous avez peut-être dans vos entreprises entendu parler, quand on fait un audit, de ne pas payer le super restaurant 4 étoiles à votre auditeur pour réussir à aller prendre le sésame. Aujourd'hui, clairement, moi je me souviens des mails que je recevais en disant le repas du midi se fera avec un sandwich limite, mais rien de corruption. Donc on a commencé à sentir que les choses changeaient. En tout cas, le resto du midi était un point de corruption. Les cadeaux du fournisseur qui en fait a toujours envie que vous veniez chez vous, vous pouvez les accepter en définissant la limite que vous vous autorisez ou le partage avec l'ensemble des collaborateurs pour ne pas qu'il y ait de préférence et ne pas privilégier certains fournisseurs. Donc là, on va commencer à vraiment visualiser la transparence de la corruption. Après, on va parler de rapports extra-financiers, et c'est là en fait que les choses se gâtent en 2017 avec la transposition NFRD, où on demande aux entreprises non plus juste de dire comment elles sont financièrement viables, mais comment elles sont socialement, sociétalement viables, avec l'impact environnemental et tout ça dessus. Donc là, c'est le devoir de vigilance. Toujours dans la transparence, on va commencer à voir les rapports que vous pouvez déjà regarder, Zara, Decathlon pour ne citer que. Vous pouvez avoir le rapport sociétal qui va vous donner une information de ce qu'ils ont bien voulu aussi vous donner comme info. La loi Pacte en 2019 qui change pas mal de choses et qui consacre la RSE va faire avec en plus la loi énergie-climat émerger le concept de RSE. Donc là, on va avoir un plan d'action de croissance et transformation des entreprises en leur demandant de s'engager dans des démarches structurées autour de la RSE.
Et 2021-22, ça a été la stratégie de finances durables de la Commission européenne qui en fait passe de la NFRD à la CSRD, on va en parler un petit peu après, où les entreprises, pour la NFRD, c'était à partir de 500 salariés. La CSRD, qui démarre à partir de cette année, c'est à partir de 250 salariés. Donc on demande aux grandes entreprises de faire des rapports de durabilité très complets qui vont les obliger à demander à leurs fournisseurs de leur fournir des informations et qui fait que quand vous êtes en dessous de 250 personnes, vous êtes quand même tenu d'avoir des informations à leur transmettre après. D'où l'intérêt de la RSE. Donc en quoi ça l'impacte? Je viens déjà un peu d'en parler, mais vraiment vous allez avoir les investisseurs qui vont évaluer votre performance globale, cette fois-ci financière mais extra-financière. Derrière, on entend beaucoup les banques. Ce que je peux peut-être juste... En fait, tout à l'heure, on a parlé des parties prenantes. Et en fait, vous n'allez pas être impacté directement par cette réglementation, mais vous allez être impacté en fait indirectement via vos parties prenantes. C'est ça. Enfin, peut-être que demain, vous serez impacté directement parce que la réglementation, les seuils vont petit à petit baisser. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes impacté via vos parties prenantes. C'est ça. Alors la première partie prenante qu'il faut tenir compte, c'est les banques. Les banques, aujourd'hui, elles vous font des taux préférentiels quand vous êtes engagé. Demain, en fait, vous n'aurez que des taux complètement dégradés si vous n'êtes pas engagé et que vous ne montrez pas patte blanche pour qu'ils vous prêtent de l'argent. Donc là, c'est une nécessité. Ils sont les premiers à s'être engagés parce qu'ils ont des bilans de gaz à effet de serre très noirs. Quand ils octroient de l'argent à des entreprises qui font des produits impactant environnementalement la planète. Donc ça veut dire qu'eux sont concernés directement par vos bons résultats. On va avoir les ONG, hein, donc c'est pareil aussi, ça dépend vraiment de votre activité, mais vous pouvez aussi les impacter et être impacté par eux, ne serait-ce que par l'image de marque. Donc ça, c'est très important. Collectivité territoriale, évidemment, si vous êtes une entreprise qui va être verte, favorisante pour donner une belle image de la métropole lilloise qui est passée en ZFE cette année, donc on ne peut plus rouler avec des voitures avec des critères 3. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses qui vont favoriser toute la partie collectivité. Et bien sûr, les particuliers, c'est-à-dire que quand vous faites de l'embauche, vous allez avoir des personnes qui vont être certainement intéressées par un salaire, ça c'est évident, mais le bien vivre. Donc on va parler de qualité de vie au travail, on va aussi parler de respect, etc. La possibilité d'aménager ses horaires, de venir en vélo, enfin toutes ces aides-là vont favoriser l'embauche et l'image de votre entreprise. Ça, moi aussi. Donc en fait l'intérêt ici c'est ce qu'on disait, hein, c'est que même si vous n'êtes pas directement concerné par les CSRD, SFRD pour les banques, la taxonomie verte, etc., vous allez être impacté indirectement et par les personnes extérieures et par vos propres donneurs d'ordre. Donc ça c'est vraiment l'engrenage qui fait que tout le monde plus ou moins est concerné aujourd'hui. Ça marche. Je pense que vraiment, vous, entreprise, et aujourd'hui, vous allez être impacté les trois grands, en fait, les trois grandes classes qui vont vous impacter, c'est les grands donneurs, enfin les donneurs d'ordre, pas forcément les grands, les donneurs d'ordre, la partie finance avec les banques, et la partie, et ça c'est hyper important, la partie citoyen, salarié, enfin surtout salariés et jeunes aussi, qui aujourd'hui, on le voit de plus en plus, hein, ils demandent un peu comment vous vous impliquez en matière de RSE, qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises. Et ça peut être un impact positif pour pouvoir recruter aussi dans vos entreprises. J'aurais même tendance à dire que lors des entretiens, n'hésitez pas à parler de ce que vous offrez en vision RSE. Parce que ce n'est pas des questions qu'on va poser en entretien en disant qu'est-ce que vous avez fait pour la planète, etc. Mais par contre, si vous l'appropriez ce discours et que vous le mettez dans vos entretiens, vous allez faire naître la personne qui hésitera entre deux entreprises. Aujourd'hui, c'est quand même le cas. On peut très bien hésiter entre 2 ou 3 entreprises selon qu'on soit technicien de maintenance ou chaudronnier. Dieu sait qu'on a le choix. Voilà, donc c'est très intéressant de leur dire ce que, en plus du salaire, vous faites, vous, en termes de RSE pour eux et aussi pour l'entreprise. Enjeu économique, donc bien sûr, c'est être responsable économiquement, anticiper davantage les risques liés à l'optimisation des coûts de production, des collaborateurs heureux dans leur travail, engagés et performants, être transparent envers ses parties prenantes et donc, entre autres, une relation de confiance avec des clients, des fournisseurs, des investisseurs et des consommateurs qui sont rassurés. Une maîtrise de sa réputation, une différenciation aussi par rapport aux concurrents, c'est encore le cas aujourd'hui. La connaissance et la bonne application de la réglementation, ça veut dire aussi que vous allez chercher toutes les informations qui sont applicables à votre entreprise. Garantir la santé et la sécurité des consommateurs, une relation de confluence avec les clients et également garantir une sécurité des approvisionnements avec les fournisseurs. On va vers ça.
Les enjeux sociaux et environnementaux, c'est pareil, hein. Donc, vous allez avoir tout ce qui est social, ça va être la prise en compte du bien-être des salariés. Donc, on parle bien de QVCT, donc de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, dedans, on ne fait pas que du baby-foot et puis des super petit-déj, etc. L'intérêt, c'est comment est-ce qu'on impacte l'organisation du travail pour que les conditions du travail s'adaptent à la nouvelle génération qui n'attend pas que le travail comme nos parents pouvaient l'attendre, de venir le matin à 8h et de partir le soir à 19h. Il y en a certains qui vont peut-être y arriver, mais sincèrement, la génération d'aujourd'hui, il faut vivre aussi avec leurs exigences. Et c'est important de comprendre, de les écouter pour organiser en fonction de ce que vous avez en capacité de faire et d'imposer des règles, mais qui correspondent un peu à tout ça. Donc on a bien sûr l'amélioration des conditions de travail, un environnement de travail inclusif et respectueux. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait vous donner, hein. Il y a vraiment des choses qui ont été vraiment bien faites. Et bien sûr, limiter votre impact environnemental et s'adapter au changement climatique. Alors on dit bien s'adapter. On sait bien qu'il est en train de changer le climat, donc ça, il n'y a pas de doute. Donc comment est-ce que l'on fait pour s'adapter au climat d'aujourd'hui, avec la flotte qui tombe, comment on fait, voilà, parapluie biodégradable, non, c'est pas une bonne idée. Et on a aussi les enjeux liés à la gouvernance. Ça, c'est un nouveau mot qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans les autres systèmes de management. Mais là, c'est être transparent, éthique, et puis aussi faire intégrer l'avis de vos salariés dans votre ambition, votre vision à long terme de l'entreprise. Comment chacun se voit dans 5 ans ou 10 ans dans l'entreprise pour, on va dire, donner une route, une feuille de route qui soit en accord avec la vision qu'eux, ils ont de leur entreprise. Certes, vous êtes le dirigeant, mais eux aussi, ils y travaillent. Ils participent à l'image de votre entreprise. Donc, comment est-ce que vous les intégrez pour gouverner votre entreprise ? Et les enjeux sociétaux, c'est avoir conscience qu'on est dans un territoire, de travailler avec des partenaires, si possible, locaux, de bien faire attention aussi à ce que l'on achète et pas juste acheter pour le prix et le délai. Mais enfin, je le dis, j'insiste fort parce que c'est vraiment un des aspects qui va être difficile à changer. L'intérêt, c'est aussi de comprendre l'intérêt de travailler économiquement localement. Et le mécénat, c'est aussi une façon aussi d'intégrer, de valoriser un patrimoine, un territoire sur lequel vous êtes. La RSE, pourquoi y aller ? On a répondu en partie tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir le... je vais mettre toute la slide, ça ira plus vite. C'est intéressant de pouvoir le rappeler. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'anticiper. On voit qu'il y a toute la réglementation, donc ça permet aussi d'anticiper et de pouvoir ressortir les bons indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir communiquer. Ça permet aussi, en interne, de gagner des nouveaux marchés. Parce qu'on va être plus innovant, parce qu'on va répondre aux exigences de nos donneurs d'ordre. Donc voilà, et peut-être qu'il y a certaines entreprises qui vont être moins rapides, et donc du même coup, ça permet aussi d'être valorisé. Ça permet de motiver ses collaborateurs, c'est ce qu'on a vu. Alors, motiver ses collaborateurs et attirer des nouveaux talents. Donc, ça permet, voilà, on va mettre en place des nouvelles choses au niveau social, au niveau sociétal aussi. Enfin, je sais qu'il y a certaines entreprises qui permettent à leurs salariés, sur une partie de leur temps de travail, pas tout leur temps de travail, mais de pouvoir travailler dans d'avoir une vie associative. Voilà, ça peut être une action. Après, c'est vraiment en fonction de son entreprise aussi. On voit ce qu'on peut faire. Une petite entreprise, c'est plus compliqué. Une plus grosse, c'est plus facile. Voilà. Alors, ça dépend de la taille, mais aussi du travail. Si vous avez une chaîne qui vous donne en continu, c'est assez compliqué d'aménager le temps. Par contre, si vous avez la possibilité d'octroyer du temps libre pour faire partie d'une association et de compléter son temps de travail autrement, c'est des choses qu'on peut faire pour favoriser l'attractivité. Ça permet de faire germer les initiatives des collaborateurs. Voilà. Du même coup, on est à l'écoute aussi. On est à l'écoute de ses parties prenantes et donc de ses salariés. Et il y a peut-être des choses qui peuvent venir des collaborateurs aussi. Et ça permet de favoriser l'innovation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va se poser des questions sur comment aussi faire évoluer mon produit pour qu'il soit conforme, pour qu'il puisse moins polluer, qu'il puisse être plus performant. Plus novateur. Et donc, voilà. Donc, c'est l'innovation en termes de produits et de services. Ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'est de pouvoir vous faire revenir un peu sur toutes les normes qui existent et de vous faire un parallèle entre les différentes normes. Aujourd'hui, sur la RSE, on a l'ISO 26000 qui n'est pas une norme certificatrice. C'est pas la 26001, voilà. C'est la 26000. C'est la 26000. Donc elle vous donne des grandes lignes directrices.
Et on va voir après que pour pouvoir être reconnu en matière de RSE, il y a différents labels. Mais on peut voir que la 26 000, et ben en fait, c'est un peu un mix de différentes normes, aussi bien en matière de qualité avec l'ISO 9001, en matière d'environnement avec l'ISO 14001, en matière, alors là, on en a plusieurs sur la partie enjeux sociétaux, mais on va voir tout ce qui est santé et sécurité au travail avec l'ISO 45001, ressources humaines avec différents labels et éthique sociale. Et donc, en fait, on peut voir que l'ISO 26 000, et ben, en fait, elle va regrouper l'ensemble de ces systèmes qualité, environnement, sécurité, enfin sociaux. Et si vous regardez bien, alors on a piqué l'idée d'AFNOR, parce qu'on franchement, c'est quand même bien construit. Il y a partie prenante. Alors, c'est repris dans chacun de vos systèmes de management ici, mais ça ne vous empêchera jamais d'être certifié ISO 9001. RSE, vous n'avez pas connaissance de vos parties prenantes, c'est même pas la peine de vous présenter. C'est hors de question. Il faut avoir connaissance, les hiérarchiser et avoir mis en place une relation avec eux pour commencer à prétendre au label RSE. Et on va accélérer un peu parce qu'il nous reste 7 minutes. Catastrophe. Et donc, en fait, juste pour ça va nous permettre aussi d'introduire le label UIMM, c'était vous faire un peu les différents types de labels qui sont existants aujourd'hui. Parce que pour être reconnu en matière de RSE, ça peut être aussi... Alors, il y en a certains qui n'ont pas besoin de ces labels, mais souvent, votre fournisseur va vous demander, les banques vont vous demander comment vous pouvez justifier les choses. Un label, ça peut permettre aussi de justifier l'engagement de l'entreprise et où elle en est. On vous a fait alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a différents types de labels. On a le label Lucie 26 000. C'est un label global. On peut voir qu'on a aussi le label engagé RSE AFNOR qui est global. C'est la certification Bicorp. EcoVadis, qui est aujourd'hui très demandé en fait par les fournisseurs. Mais EcoVadis, on peut faire aussi des liens avec les labels. Le label PME+, et on a un label qui est plus sectoriel pour la métallurgie. Alors là, aujourd'hui, on parle au nom de la métallurgie, donc on va vous faire un petit focus sur ce label UIMM. Donc voilà, et puis on peut voir qu'à chaque fois, il y a des audits, il y a des évaluations, il y a des suivis tous les 18 mois ou 3 ans. Voilà, et pour la plupart, ils sont quand même inspirés de l'ISO 26 000. Il n'y a que Bicorp qui fait différemment. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? La RSE, c'est quoi ? C'est un levier de compétitivité pour aller obtenir des marchés publics, pour être reconnu auprès de ses publics ou privés et être reconnu auprès de ses clients. C'est un levier d'attractivité, c'est ce qu'on a vu, contribuer à une économie durable sur le plan social, sociétal, environnemental, valoriser les savoir-faire de l'entreprise. Les bénéfices, alors je vais le faire rapidement parce qu'on a tout vu au-dessus, c'était attirer des talents et renforcer l'adhésion des salariés, anticiper et maîtriser plus efficacement ces risques, parce qu'on va faire un listing de tous les enjeux de l'entreprise et voir ceux sur lesquels on va pouvoir travailler, anticiper les évolutions de marché, se préparer aux nouvelles attentes et à la nouvelle réglementation. Pourquoi s'intéresser à la gouvernance et à la RSE ? C'est indispensable pour répondre aux attentes de la société et des parties prenantes. On peut voir que c'est de plus en plus récurrent. On vous demande des comptes. Favorable, c'est un moteur de performance. Ça permet aussi, c'est une boussole pour créer et mettre en œuvre sa stratégie. C'est ce qu'on a vu au démarrage, c'est que ça fait vraiment partie de la stratégie. C'est peut-être l'occasion aussi, on veut repenser sa stratégie, de partir sur une démarche RSE. Et c'est un outil de gestion de risque. Et les indispensables pour une démarche RSE, c'est connaître ces parties prenantes importantes, que la direction s'engage, comme toute démarche en fait, dans un système de management, la mobilisation des collaborateurs, et puis, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, c'est intégrer la RSE dans la stratégie de l'entreprise. Hop. Et tu as 4 minutes pour présenter le label. Donc le label plus engagé, plus performant de l'UIMM a été conçu pour les industriels de la métallurgie et est reconnu par des clients et des fournisseurs. Donc on a en fait différents niveaux. Le premier niveau qu'on vous propose, c'est de faire un bilan, c'est-à-dire en 3 heures d'échange plus une petite heure de visite de site, ou faire la visite de site en amont pour vraiment les gros sites. On arrive à faire un tour 360 sur comment est-ce que vous abordez la RSE chez vous et quels sont les moyens que vous avez de vous engager dans tous les enjeux que propose le label, pour aller au fur et à mesure vers le label de la RSE. Donc on a pour ça donc Sophie, et ça va vite en fait, il
Il n'y avait rien de plus au final. On vous propose, nous, de vous accompagner, bien sûr, pour faire ce diagnostic, donc en 3 heures. Et après, on vous propose différentes actions, comme la fresque de la RSE, qui est portée par Impact. C'est quoi déjà? Non, c'est... Ouais. Ouais, c'est Impact qui a créé la fresque de la RSE, qui permet, autour d'un jeu, de comprendre les enjeux de la RSE et avec des exemples concrets, voir comment on l'aborde. On fait le diagnostic de niveau 1, un atelier modèle d'affaires qui permet en fait, avec le CODIR ou alors en inter-entreprise, de comprendre qui est votre entreprise, qui vous êtes réellement, quels sont vos marchés, avec qui, quelles ressources, comment. Enfin vraiment, c'est la construction et écrire noir sur blanc, clarifier qui est votre entreprise. Donc le modèle d'affaires est, on va dire, la base de tout pour après décrire, identifier, hiérarchiser bien sûr les parties prenantes et aller vers la performance niveau 2 en intégrant dedans votre stratégie, comme Sophie l'a bien dit, de définir après la politique, les engagements, de vérifier que vous avez bien identifié vos enjeux, vos risques, vos faiblesses et quel est le contexte économique actuel pour après écrire vos engagements, vos objectifs, vos ambitions et décrire toute la démarche autour des engagements de la RSE. Voilà, donc Sophie et moi, on est à votre service au sein de l'UIMM pour vous accompagner dans le label RSE de l'UIMM. Vous avez des questions? On a 2 minutes. Est-ce que sur certains domaines particuliers, socio-environnementaux, vous êtes en recherche d'expertise, vous manquez d'expertise sur certains sujets où vous êtes totalement autonome sur tous les aspects du RSE? Et je ne parle pas dans le micro. Par exemple, je prends l'exemple, je vous parlais de gaz à effet de serre, le bilan carbone. Nous, même si on aimerait bien savoir le faire, techniquement, on n'a pas le temps de le faire. Donc, on travaille en corrélation avec, on a RSE Inside, avec lesquels on est partenaire. Ils sont partenaires avec nous, Réseau Alliance également. Donc, on découvre au fur et à mesure tous les partenaires possibles qui peuvent, en fait, être pour nous des noms à donner à nos adhérents quand ils ont un point spécifique, très technique, sur lequel nous, on ne pourra pas rentrer dans le détail. D'autres questions ? Eh bien, merci. Il est Merci à 11h, tous. on est dans les temps. Comme ça, on laisse la place pour l'autre atelier, parce que je crois qu'il démarre à 11h. Donc, merci beaucoup. À vous.